Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors ça va être une première vidéo d'une série. Aujourd'hui on va voir le carburateur à architecture SHA, que certains prononcent chat. Alors c'est une vidéo un petit peu spécifique sur le fonctionnement du carburateur SHA et son réglage. J'en profite pour faire le relou et vous demander de vous abonner à la chaîne. Je sais que c'est super chiant ce genre de demande, mais hélas ça nous aide beaucoup sur le fonctionnement YouTube. Il n'y a pas vraiment le choix d'avoir des abonnés pour que la chaîne commence à bien fonctionner. Donc likez, partagez, commentez, faites-vous plaisir. Alors le carburateur SHA qui existe aussi en sous-marque copiée chez Tuner ou P2R, comme vous pouvez le voir ici. Ça c'est une copie. Et ça c'est un vrai Delorto. C'est un carburateur super simple d'utilisation, en montage rigide, on voit bien qu'il n'est pas en montage souple. Il est disponible d'une taille commençant à 13 mm et allant jusqu'à 16 mm pour les plus gros. Alors quand on parle en millimètres sur un carburateur, on parle du diamètre qui se trouve ici à l'intérieur. Alors pas le diamètre de la bague qui se prend sur la pipe, mais bien le diamètre de l'intérieur. Donc plus le diamètre est gros, plus le moteur peut respirer. Donc plus on a un gros carburateur et normalement plus on a de puissance si le moteur est capable de l'exploiter. C'est un carburateur super simple à régler, qui fonctionne très bien, mais qui trouve rapidement ses limites quand même. Rien n'est magique. C'est donc un carburateur qui donne quand même de belles performances pour un prix relativement réduit. Il dispose d'un boisseau plat de relativement court, ce qui lui donne un bon répondant. Donc c'est un carburateur qui existe dans plusieurs déclinaisons, comme le G, le C. Alors le C, c'est un carburateur standard, avec un starter à câble, alors que le G, il a une fonction graissage séparé pour ceux qui ont une pompe à huile, et il a un starter à levier directement inclus sur le carburateur. Le SHA ne dispose pas de gicleur de starter, il dispose uniquement d'un gicleur principal. À froid, le moteur a besoin d'un starter, c'est-à-dire qu'il a besoin d'un moteur qui s'engorge plus en essence. L'air rentre par ici. Et ce qu'on va faire, plutôt que d'avoir un gicleur de starter, c'est que cette partie-là va venir boucher, tout simplement, l'entrée d'air. Donc si le moteur aspire par ici, qu'on bouche l'air, il va automatiquement aspirer plus d'essence par le gicleur. Par le gicleur principal, en l'occurrence, puisqu'il n'y a pas de gicleur de starter. Alors les limites de ce carburateur sont très rapidement atteintes. La raison est simple, le boisseau, qui est ici, n'a pas d'aiguille. De plus, il n'y a pas de gicleur de ralenti non plus. Et ça va poser des problèmes, on va le voir tout à l'heure. Sur les moteurs très performants qui prennent des tours, le carburateur va nécessiter un gicleur principal plus gros. Alors je rappelle un petit peu le principe de fonctionnement du carburateur. La cuve est remplie d'essence, elle vient ici. Donc on comprend en toute logique que le gicleur principal ici trempe tout le temps dans l'essence. Il y a un niveau de cuve ici, donc notre gicleur trempe dans l'essence. Le moteur aspire l'air par ici. L'air rentre par là. Et le carburateur, son but c'est de mélanger, de brasser tout ça. Plus le moteur aspire de l'air ici, et plus il l'aspire entre guillemets rapidement, plus le gicleur principal doit être gros. Sur un carburateur à architecture PHBG, lorsqu'on s'arrête, l'aiguille vient fermer le gicleur principal. Donc en clair, on coupe le gicleur principal à l'arrêt. Plus ou moins, bien sûr, tout est relatif. Et celui qui prend le relais, c'est le gicleur de ralenti, qui en général est situé par ici, et vient donc alimenter le moteur quand le boisseau est fermé. Là, vu qu'on n'en a pas, ce qui va se passer, c'est que si on met un très gros gicleur principal pour alimenter le moteur à plein régime et à pleine puissance, eh bien au ralenti, on va se retrouver avec un gicleur trop gros. Et un gicleur trop gros au ralenti, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner un moteur qui a soit un régime très élevé pour pouvoir tenir, sinon il va caler tellement il va être riche, ou un ralenti complètement instable. Donc ce carburateur-là est super bien, très facile à régler. D'ailleurs, c'est un carburateur qui vaporise très bien, c'est-à-dire que ici, vous pouvez voir à l'intérieur le petit diffuseur. On n'a pas un diffuseur démontable, mais on a quand même un petit diffuseur avec un petit trou pour le bas régime et un gros trou quand on est sur du haut régime, enfin en tout cas sur du boisseau ouvert. On a donc un petit trou sur le diffuseur pour le boisseau quand il est, on va dire, un quart ouvert ou un petit peu plus, et on passe sur le gros trou pour quand on a le boisseau bien ouvert et qu'on va commencer à lui demander de la puissance.
C'est un carburateur qui vaporise extrêmement bien. D'ailleurs, celui-ci, le carburateur Copy, donc là en l'occurrence c'est un P2R qui est donc fabriqué chez Arbeo. Le carburateur Copy vaporise quand même moins bien. Par contre, la différence, c'est que le carburateur Copy a une vis de richesse. Vis de richesse qu'on n'a pas chez Dell'Orto. La vis de richesse va nous permettre de corriger le problème qu'on a de ralenti, en tout cas en partie, alors qu'on ne pourra pas le corriger chez Dell'Orto. Par contre, ça vaporise nettement moins bien et la qualité est quand même moindre là-dessus que sur le vrai Dell'Orto. Alors, je vous laisse un petit peu observer la différence entre un vrai Dell'Orto et un faux Dell'Orto. Alors c'est assez étonnant, le faux Dell'Orto a un filtre à air qui semble mieux respirer, comme ça en tout cas. Alors à vrai dire, en fait le Dell'Orto, s'il est fait comme ça, il y a une très bonne raison. C'est pour que le carburateur fonctionne mieux. Il y a une question d'effet Venturi, de comment l'air va arriver dans le centre par rapport au soufflage sur le puits. Donc bon, pourquoi pas. Je ne sais pas si vous arrivez à percevoir ça en vidéo, mais en gros là mon puits il est de travers, c'est à dire que mes trous en fait ils visent vers la gauche, donc le truc va vaporiser comme ça, donc ça c'est vraiment pas terrible. Oh bah tiens, regardez, c'est vachement sympa ça, petit truc à serrage là, je sais pas si vous voyez. Voilà, ça peut être sympa pour le moteur, un petit morceau d'alu comme ça là. Nickel. Impeccable. Alors, bon, en gros, ça fait le job, hein. Ça fait le job. Bon, on peut voir aussi, je sais pas si vous voyez la finition là, au niveau du joint. Quand même pas terrible. En termes de poids, ça me semble un peu plus lourd quand même que l'original. Donc ça doit pas être le même alliage. Ok, on a 283 grammes. Ok, on a 283 grammes et sur l'original... Ah ouais, quand même. Ouais, 220 grammes. Ouais, ça fait quand même une sacrée différence entre l'original et la copie. Donc beaucoup plus lourd, moins bien fini, filtre air un petit peu mal fichu. Bon, après voilà, il est moins cher, ça fait le job. Voilà, chacun voit midi à sa porte. Les vis, c'est pareil, c'est pas terrible au niveau des vis, mais voilà. Alors très souvent, on entend plein de bêtises qui sont dites sur les carburateurs. Par exemple, ouais, faut jamais monter un SHA 16 ou un SHA 15 sur un kit 70 sur une mobilette. C'est complètement faux. C'est un carburateur qui fonctionne hyper bien. Vous le montez sur un petit 70 sur un Peugeot 103. Je pense par exemple au 70 Poligny-Fonte ou au Erzal T3W. Ça marche extrêmement bien. Ou encore vous le montez sur un MBK 51, ça marche extrêmement bien. En fait, il vaut mieux monter un SHA 15 sur un 70 très coupleux que sur un 50 très puissant, parce que le 50 très puissant va automatiquement demander des gicleurs plus élevés qu'un 70 qui marche à bas régime. Donc c'est un carburateur qui peut très bien convenir sur un 70. Par exemple, une moto bécane AV7 avec un cylindre Erzal diamètre 47 ou 45, vous aurez beaucoup moins de mal à régler ça et à sortir de la performance avec ça qu'avec un PHBG. Le PHBG, moi je vais le conseiller sur des configs qui commencent à être vraiment poussés, avec un échappement sport, avec des diagrammes remontés, etc. Mais sincèrement, vous n'avez pas grand chose à gagner sur un AV7 à passer sur un PHBG, hormis une multitude de problèmes de réglage. Alors je fais une petite parenthèse sur les câbles, on met des câbles standards, hein, que ce soit dans le carburateur, au niveau du boisseau, au niveau du starter, c'est un câble tout à fait standard qui vient, donc un câble type Piaggio Xiao ou type MBK 51. Alors on va commencer par les grandes lignes. Le vrai carburateur Dell'Orto, donc celui-ci, vaporise extrêmement bien. C'est-à-dire que le mélange air-essence se brasse très très bien. On a un mélange bien explosif à la sortie. Alors la sortie, elle est ici. Là-dessus, on voit qu'on n'a pas de diffuseur. On a un gros trou, un petit trou. Petit trou quand l'accélérateur est à la moitié ou à moins de la moitié. On passe sur le gros trou quand on ouvre bien grand. Voilà, en tout cas, ça vaporise extrêmement bien. Alors que les carburateurs type Dell'Orto, en général, vaporisent quand même nettement moins bien. Alors, en gros, pour les débutants, quand je dis vaporiser, on va faire la différence entre un spray pour nettoyer les vitres
et un vaporisateur, par exemple un déodorant, un start pilote de démarrage, des choses comme ça, quelque chose qui vaporise bien. Le moteur a besoin d'une vaporisation la plus fine possible, la mieux brassée possible pour avoir de bonnes performances. C'est-à-dire qu'un truc qui vaporise mal, comme les carburateurs chinois la majorité du temps, va donner de la consommation, des gaz moins brûlés. En fait, on aura un moteur moins efficient. C'est-à-dire qu'à consommation égale, on aura moins de performance, on fera moins de kilomètres. Donc le rôle du carburateur, en plus de bien vaporiser, donc de bien prendre l'essence par le gicleur principal et l'air par l'entrée du carburateur, de bien le brasser et de bien le vaporiser, son deuxième rôle, c'est de vous donner un bon AFR. Donc un beau ratio air-essence. On appelle ça le rapport stoichiométrique. Alors il existe sur les moteurs 4 temps plutôt des sondes AFR ou des sondes large bande. C'est un manomètre ou un petit compteur digital avec une sonde qu'on met sur l'échappement qui va nous dire à combien de ratio on est pour régler notre carburation. Et là, c'est pas utilisable sur les 2 temps parce que les huiles moteurs de temps, quand elles sont brûlées, viennent polluer la sonde. Sonde qui, au passage, est relativement sensible. En général, on recherche un ratio air-essence autour de 14 pour 1 sur un moteur standard 2 temps. C'est-à-dire que si on représente ça en gobelets, ça fait 14 gobelets d'air pour un gobelet d'essence. Attention, quand on est poignée grande ouverte sur des moteurs performants, on va plutôt chercher à être autour de 13 voire 12 pour 1, c'est-à-dire 12 gobelets d'air pour un gobelet d'essence. Tout simplement pour mieux refroidir les internes du moteur, et le moteur, avec les tours, avec les régimes, avec la chauffe, va beaucoup moins supporter de tourner pauvre. Pour information, vu qu'on est sur une chaîne de mécanique, j'ai préparé aussi beaucoup de voitures vraiment performantes, des voitures très préparées. Et sur des moteurs turbo-essence, on va plutôt aller chercher 10,5 pour 1, voire 10 pour 1 quand on tire dedans comme des porcs, parce que le turbo va mettre tout ça en pression, et on va chercher à tourner plus riche pour avoir de meilleures performances et surtout protéger le moteur. On peut dire tourner riche, tourner gras, etc. On est donc sur un montage rigide, ce qui n'est absolument pas dérangeant, puisque la majorité du temps, on va monter ce genre de carburateur sur des machines qui ne sont pas hyper performantes. On n'est pas sur un moteur de forain qui va prendre 14 000 tours, qui va vibrer dans tous les sens et qui va créer des émulsions. Alors pour les moins connaisseurs d'entre vous, on monte des montages souples, tout simplement, parce que les émulsions, donc les vibrations du moteur avec le montage rigide, vous avez vu, je fais bien les vibrations du moteur, hein, c'est incroyable, on pourrait s'y croire. Donc ces vibrations-là vont créer de l'émulsion, donc de la mousse, dans l'essence de la cuve du carburateur. Votre gicleur trempant dans la mousse se met à avaler un peu d'air en plus du carburant. Donc on se retrouve avec des AFR ou un rapport stoichiométrique plus faible, c'est-à-dire qu'on commence à avoir plus d'air et moins d'essence, ce qui peut casser le moteur, donner des trous dans l'accélération, etc. Alors pour ceux qui veulent passer leur carburateur SHA en montage souple, sachez que Doppler fait un kit de montage souple pour carburateur SHA, je vous mets la photo ici. Ceux qui veulent l'utiliser, ça peut être pas mal, ça dépend du moteur, ça dépend de la vibration. Donc je fais un petit rappel du fonctionnement du carburateur. On a notre gicleur principal ici, on a notre flotteur. Donc quand le flotteur descend, parce que le niveau descend, il vient ouvrir ce qu'on appelle un pointeau à l'intérieur. Quand le niveau remonte, hop, il vient fermer le pointeau. Donc souvent, quand votre carburateur fuit et que ça coule par terre quand vous arrêtez votre machine, c'est certainement pas le joint de cuve comme on peut très souvent penser, mais c'est bien souvent le pointeau qui bug. Donc la cuve a un certain niveau d'essence, on la met ici, le gicleur trempe toujours dans l'essence. L'air rentre par ici, il est aspiré par l'autre côté par le moteur. Donc l'air en passant là, par phénomène Venturi, va aspirer de l'essence par le gicleur. Donc l'air vient mélanger tout ça et aspirer de l'essence par le gicleur. Donc le boisseau sert tout simplement à gérer la puissance. Par exemple, ici on est fermé. Si j'augmente la vis de ralenti, je vais tout simplement ouvrir le boisseau, fermer le boisseau pour avoir un ralenti plus ou moins haut. Quand j'accélère, ça ouvre l'air, ça emporte de l'essence, ça nourrit le moteur. C'est ça qui va monter votre moteur en régime. Donc si on suit une certaine logique, plus votre filtre à air qui est ici laisse passer d'air, plus on prend d'essence. D'où l'intérêt pour une machine performante d'avoir un filtre à air qui respire bien.
Cependant, sur le SHA, comme je vous expliquais tout à l'heure, on a des grosses limites puisqu'à un moment donné, votre gicleur principal va devenir tellement gros pour alimenter votre moteur qu'il va faire bugger votre machine au ralenti. On aura un ralenti instable, on aura un ralenti qui ne tient pas, sauf si on a un ralenti très très haut. Vous êtes obligé de visser la vis de ralenti. Donc je vous déconseille franchement le montage de filtres Racing sur les carburateurs SHA, c'est-à-dire ce type de filtre, ce type de filtre. De toute façon, ça, quand ça prend l'eau, ça respire rien du tout. Bon, à la limite, ça, c'est pas trop mal, mais la problématique que vous allez avoir à un moment donné, c'est que si votre moteur, il respire bien et qu'il aspire bien du mélange, vous allez devoir passer sur un gicleur tellement gros que votre ralenti ne tiendra plus très bien. Alors, on discutait, en fait, je discutais tout seul, du filtre à air, d'AFR, de ratio air essence juste avant, et d'effet Venturi. On disait donc que l'air rentre par ici, qui sort par là, qu'il aspire par le gicleur du carburant par effet Venturi, qui ressort de ce côté-là, donc bien mélangé, brassé, vaporisé. Donc quand on est trop pauvre et que la bougie vire au blanc, il faut un gicleur plus gros. Quand on vire au noir, que la bougie est vraiment trempée, on va baisser un petit peu le gicleur. Attention, sur les carburants actuels sans plomb, lire la couleur, c'est vraiment devenu fastidieux. Je vous conseille de mettre un peu de plomb synthétique dans votre carburant ou de l'Octane Booster Putoline. Ça colore très très bien les bougies. Moi personnellement, je l'ai fait pour mes moteurs loisirs et mes moteurs de compétition. Comme je l'expliquais au départ, ces carburateurs n'ont ni d'aiguille ni de gicleur de ralenti. Sur un PHBG par exemple, l'aiguille vient fermer le gicleur principal au ralenti, quand le boisseau est fermé. On alimente grâce au gicleur de ralenti, c'est-à-dire que le gicleur principal n'a presque pas d'influence sur notre ralenti. On peut enrichir à pleine poignée à fond, en laissant un ralenti plus pauvre. Ici, c'est pas le cas. C'est le gicleur principal qui fait tout. Donc s'il demande à être trop gros, on va influencer le ralenti qui va devenir chaotique. En général, je conseille de toute manière pas un carburateur SHA sur un moteur trop puissant qui prend trop de tours. Car ce carburateur n'a pas non plus de puits d'aiguille, de diffuseur. La diffusion a donc aussi ses limites. Vous mettez ça sur un moteur de course, soit vous pétez le moteur en 2 minutes, soit vous êtes obligé de le brider à mort. Par contre, sur un moteur 70 bien coupleux, il n'y a vraiment aucun souci, ça marche très bien. De manière générale, même si je ne conseille absolument pas un filtre sport comme ça, surtout celui-ci qui respire rien du tout dès qu'il prend l'eau, on peut quand même enlever 1, 2, 3 grilles au niveau du filtre à air d'origine du SHA. Ça lui permettra de mieux respirer et franchement, ça peut aider un petit peu pour de la performance parce que d'origine, c'est quand même très étouffé. Alors, je vais quand même vous donner une fourchette de réglage. Sur un SHA 15 mm, le gicleur sera entre 62 pour les moteurs les plus bridés avec un filtre à air qui respire vraiment pas, jusqu'à 79-80 pour les moteurs vraiment bien performants avec un filtre à air qui respire bien. Au-dessus, c'est que soit il y a un souci de prise d'air, soit il y a un souci de coloration de bougie, ou tout simplement votre moteur est trop performant, il faut changer le carburateur et passer sur un PHBG. Sur un SHA 16 mm, le gicleur principal sera entre 68 pour les moteurs les plus bridés, avec le filtre à air le plus bridé, et autour de 83 voire 85 tout au plus pour les moteurs vraiment les plus performants avec les filtres à air qui respirent le mieux, etc. Si vous avez besoin d'aller au-dessus, même sentence, changez le carburateur, passez sur un modèle plus performant, en tout cas un modèle qui vous laisse plus de champ de réglage comme le PHBG. Pour vos réglages, je vous conseille de taper une bonne pointe, vous coupez tout, vous démontez votre bougie. Bougie standard, pas d'iridium, bougie pas trop froide non plus parce que ça va pas vous aider à lire la couleur sinon. Carburant avec un peu de plomb ou un peu d'octane booster comme le Putoline qui va vous permettre de bien colorer votre bougie. Pas trop d'huile non plus parce que pareil, plus on met d'huile, plus ça peut être compliqué de lire la couleur de la bougie. Donc 2,5 de Motul 800 Rode dans du SP98, c'est très bien. Si la bougie vire au blanc, augmentez le gicleur principal. Si la bougie vire au noir, réduisez le gicleur principal. Et si vous avez une couleur orange, rouge brique, c'est vraiment parfait, c'est tout bon, touchez à rien. Alors certains vous diront de régler le moteur à la performance. Ne faites jamais ça. C'est pas parce qu'un gicleur vous donne 2 km/h de plus qu'un autre qu'il faut l'utiliser. On s'en fout clairement que le gicleur vous donne telle ou telle performance. Il faut mettre le gicleur dont le moteur a besoin. Je vous rappelle quand même qu'un gicleur un tout petit peu trop pauvre peut vous casser le moteur. Donc même s'il vous donne plus de performance, et ce sera logique puisque le mélange va tourner plus pauvre, vous allez être plus explosif, donc vous aurez plus de performance,
mais sincèrement, ne le faites pas, vous allez finir par casser le moteur. Surtout sur un moteur refroidissement par air, par exemple avec un cylindre en fonte, on va certainement pas chercher des réglages pauvres, hein. Alors d'ailleurs, je fais un petit rappel là-dessus. Sur un moteur refroidissement liquide, vous pouvez tourner avec une bougie plus orange clair, donc avec un AFR plus pauvre. Sur un moteur refroidissement par air en aluminium, par exemple un 50, vous allez pouvoir commencer à tourner un petit peu plus riche. Et par contre, sur un moteur en fonte, refroidissement par air non forcé, donc pas un moteur de booster avec une turbine qui vient souffler, hein, je parle d'un moteur de mobilette, comme un Yamaha Chapi, un MBK 51 avec un cylindre fonte, même si c'est très rare, un Peugeot 103 avec un cylindre fonte, comme le Polini Fonte 70, tout ce qui est moteur avec un air non forcé, donc refroidissement passif, fonte. Là, visez plutôt riche, c'est-à-dire qu'il vaut mieux virer un petit peu au rouge-noir que virer au orange clair. C'est vraiment plus sécurisant. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère vous avoir aiguillé un petit peu, sans mauvais jeu de mots. De toute façon, il n'y a pas d'aiguille sur ces carburateur-là. Et en tout cas, j'espère vous avoir un petit peu informé sur les banalités du carburateur Delorto et Sacha. Donc je pense que les connaisseurs n'auront pas appris grand-chose en mécanique aujourd'hui. De toute façon, le but du carburateur SHA est d'en parler. C'est plutôt pour que le commun des mortels puisse régler son petit carbu tranquillement et qu'il sache un petit peu comment ça fonctionne. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé cette vidéo, si vous en voulez une autre, si vous voulez qu'on continue la série par rapport au réglage du carburateur. Alors, un de ces quatre, on peut se faire le PHBG, parce qu'il y a tellement de bêtises qui sont dites sur le PHBG, comme cette histoire de puits d'aiguille spécial 4 temps, spécial 2 temps, etc. Enfin bref, il y a énormément de bêtises qui sont dites sur internet par rapport à ça. Donc je sais pas, si ça vous intéresse d'avoir une vidéo sur le carburateur PHBG, on peut s'atteler à ça. Par contre, ce sera certainement une vidéo qui va faire quasiment 1 heure, hein, parce que là, il y a tellement de choses à dire là-dessus. Coupe de boisseau, type d'aiguille, puits d'aiguille, gicleur de ralenti, gicleur principal, richesse. Il y a tellement à dire sur le carburateur PHBG. C'est un carburateur qui est tellement compliqué à régler. Je pense qu'il y a au moins 1 heure, 1 heure et demie de vidéo là-dessus. Allez, salut, à bientôt!